la recherche et l'innovation et depuis 7 ans. Dans le cadre du prix de la donnée, nous récompensons les meilleurs travaux de recherche sur la donnée, sur l'intelligence artificielle. Et depuis 3 ans, soutenu par Toulouse Métropole, la région, département de France, Criteo, Groupama et tous ceux que je n'ai pas le temps de citer ici, nous avons eu le plaisir et l'honneur d'encourager nos jeunes à s'intéresser à cette nouvelle économie de la donnée parce qu'elle va nous disrupter, elle va changer nos modes de vie, nos façons d'apprendre, nos façons de vivre et nos façons de réfléchir. Dans la mesure où le numérique façonne nos vies, il nous fabrique aussi. Et dans le cadre de ce laboratoire IA, nous avons 2 projets de recherche. Et là, c'est du concret. Nous avons un projet de recherche pour 2025 sur l'utilisation de l'IA générative pour les professionnels du droit. Quelles sont mes obligations en tant qu'avocat professionnel du droit, commissaire aux comptes, expert comptable, auditeur, juriste, direction juridique, lorsque je suis amené à utiliser un des outils que l'on me propose? S'agit-il d'un outil qui est poussé par un éditeur juridique? S'agit-il d'un de ces outils que nous avons gratuitement ou dans des versions pro qui nous sont poussés également et qu'on est tous amenés à utiliser dans la poche, au téléphone ou pas? On est confronté dans les organisations à une déferlante d'outils qui sont utilisés de manière clandestine, sans que parfois les organisations ou les directions n'en soient vraiment conscientes. Sur 2024 et 2026, il faut savoir que depuis 1 an, nous travaillons sur le déploiement de l'intelligence artificielle en matière de ressources humaines. Voilà les 2 projets d'expérimentation que nous avons. Alors, au niveau de l'IA et le secret professionnel, nous avons une première difficulté, c'est-à-dire qu'il n'y a malheureusement pas suffisamment la maîtrise de nos contraintes en termes de règles ordinales. J'ai rappelé dans des slides que vous aurez à votre disposition l'impératif pour l'avocat, notamment lorsqu'il utilise un outil d'IA, de veiller au respect de son serment, au premier rang desquels le secret professionnel absolu. Mais comment fait-on quand on ne sait pas finalement comment fonctionne exactement l'outil? Et puis lorsqu'on ne sait pas véritablement parfois aller dans les paramètres pour s'assurer, eh bien lorsque j'ai une version gratuite, que disent exactement les conditions générales? Lorsque je suis sur une version pro, comment je monitore pour éviter que les données que je rentre en entrée, mon prompt, les données d'input, ne viennent entraîner l'algorithme parce que tout simplement, en fonction de ce que j'y mets, je peux violer mon serment, mes obligations de confidentialité. Je suis une direction juridique, j'ai du secret des affaires, j'ai des clauses de confidentialité, j'ai des savoir-faire à ne pas faire savoir et des informations qui sont extrêmement confidentielles. Je dois également aussi être très vigilant en termes de cybersécurité, atteinte aux droits des tiers, etc. Dans le cadre de ce que nous faisons, nous avons publié pas mal d'articles dans l'AMI pour confronter la profession du droit face à l'intelligence artificielle et rappeler les règles de prudence, de diligence, d'indépendance, d'humanité et de conscience lorsqu'on va utiliser l'IA. Alors, on va d'abord regarder, est-ce que vous êtes intéressé aux conditions générales? Et là, on a pris l'outil le plus utilisé, parce qu'on a d'abord un enjeu de responsabilité. Lorsque vous êtes dans une version gratuite, en tant qu'avocat, je la déconseille complètement. Pourquoi? Parce que dans vos prompts, vous pouvez regarder que j'ai une transmission à des tiers possible. Vous verrez qu'il y a une réutilisation à des fins d'amélioration et la façon dont vous promptez dit beaucoup de vous. Je vous encourage plutôt à vous intéresser aux versions pro ou aux versions dites entreprise parce que, sauf exception dans certains cas, il n'y aurait pas de transmission à des tiers, il n'y aurait, j'emploie le conditionnel, pas de réutilisation à des fins d'amélioration du service. Et de la même façon, il faut s'intéresser dans les conditions générales aux droits que vous aurez sur les livrables, ce qu'on appelle les outputs. Est-ce que les données générées vont vous appartenir? Toutes les CGV ne disent pas la même chose. Donc, premier point de vigilance, parce que nous avons peu de temps, nous avons 45 minutes. Les enjeux de responsabilité, c'est d'abord s'intéresser à ce que dit l'outil dans ses conditions générales, dans ses mentions légales, sur les droits que vous avez, les droits que vous avez en entrée, les obligations que vous avez en entrée, les droits et les obligations en sortie. Nous nous livrons au sein du laboratoire IA de Dataring à une analyse fine de chaque condition générale d'utilisation des principaux opérateurs du marché, qu'il s'agisse de Mistral, Claude, Perplexity, GPT, Ordali, tout ce que nous pouvons utiliser aujourd'hui. Alors, je vous ai mis ici, parce que ça, c'est l'appetizer, le scénario de partage de responsabilité d'un système d'IA. Encore une fois, vous aurez les slides. Regardez, tout ce qui est en vert, en fait, c'est votre responsabilité. C'est la responsabilité du commanditaire. En général, on va plutôt être sur des systèmes dits sur étagère.
Donc, quand on est sur un système dit sur étagère, vous voyez que quand même, vous avez votre responsabilité, c'est-à-dire que nous, en tant qu'organisation privée ou publique, il va falloir qu'on fasse notre conformité, qu'on mesure son degré de responsabilité. Vous verrez également qu'il y a évidemment une responsabilité du prestataire, une responsabilité de l'éditeur de modèle. Et là, c'est notre terrain de jeu, nous, avocats, profession du droit, parce qu'on va être créatif. On va être créatif comment? Dans les contrats qu'on sera amené à souscrire avec les prestataires qui sont bien meilleurs que nous, des techniciens, des ingénieurs qui vont nous proposer des solutions et auxquelles on doit expliquer nos contraintes, et au premier rang desquelles nos contraintes ordinales. Donc, en tant qu'avocat et en tant que direction juridique, on ne peut pas utiliser n'importe quelle solution. A fortiori aujourd'hui, dans un contexte réglementaire qui est extrêmement tendu. Et qui est extrêmement tendu. Pourquoi? Parce que les principaux outils que vous utilisez, en réalité aujourd'hui, peuvent générer du transfert de données hors EU et sont soumises à la portée extraterritoriale, pour la plupart d'entre eux, droit américain. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas les utiliser, ça veut dire que vous avez des obligations de conformité, de compliance, d'organisation de la confidentialité, de mesures juridiques et techniques à mettre en place en amont. Et c'est ce qu'on va vous expliquer après. Alors, on va démarrer sur un cas d'usage, parce que c'est important. Mais avant de démarrer sur le cas d'usage, je voudrais vous dire qu'on a tous les instruments juridiques. Vous avez le RGPD, bien sûr, parce que quand vous avez des prompts, vous avez forcément, que vous déployez en entreprise, vous avez forcément des données personnelles. Et donc, si vous déployez un outil, quel qu'il soit, eh bien, il va falloir mettre en place une information des personnes concernées. Si vous utilisez des données de vos clients, il va falloir également, même si c'est dans un cadre anonymisé, même si vous devez faire un entrepôt de données, vous devez les informer. Vous devrez également mener votre conformité sur les analyses d'impact, déterminer les bases légales, tenir votre registre. Vous avez, etc., etc. Et bien sûr, la grande tension sur la sécurité et l'encadrement des transferts de données. Vous avez au sein de l'IA Act ces obligations de formation dans lesquelles nous nous inscrivons, mais qui sont aussi, et ce n'est pas une nouvelle, il ne faut pas attendre l'IA Act ou le RIA pour découvrir qu'il faut se former en matière d'IA. Vous avez surtout le Code du travail qui vous l'indique. Et quand le Code du travail vous l'indique, eh bien, vous allez vous intéresser non simplement à l'information des salariés, non simplement à l'obligation de les sensibiliser, mais surtout aux dispositions de l'article L6321-1 alinéa 2 du Code du travail. Et oui, et c'est là que vous voyez que vous avez encore besoin de nous et que l'IA ne pourra pas tout faire. Qu'est-ce qu'on nous dit? Obligation de veiller au maintien de la capacité à assurer un emploi. Alors ne rêvez pas, les outils d'IA ne vont pas pouvoir remplacer vos salariés, mais la nature des emplois va changer et notre impérieuse nécessité est de monter en gamme tous ensemble dans cet écosystème disruptif qui change à toute vitesse. Donc, vous verrez les informations consultation du CAE-CE, l'importance de la négociation collective, autant de chantiers gourmands dont nous allons nous saisir. Et puis, nous vous expliquerons qu'au-delà des obligations de formation et d'adaptation, l'importance du dialogue social. Certains en ont essuyé les plâtres lorsqu'ils ont cru qu'il pourrait se passer de dialogue social en faisant une expérimentation sans prendre le temps d'entamer ce dialogue social. Et bien finalement, le tribunal judiciaire en a décidé autrement et a annulé le POC. Donc l'importance de la conformité, le droit, ce n'est pas de la cosmétique, le droit, ça va nous permettre de faire en sorte d'utiliser en sécurité et en conscience et de façon collaborative ces nouveaux outils. Alors, la raison d'être du RIA, je vous l'ai mis là. Il y a des confrères qui ont écrit des livres assez intéressants et qui ont eu le mérite d'être précurseurs. Je tiens à saluer Alain Bensoussan au passage. Et vous verrez que le système d'IA, il y a des facteurs humains, de la protection, de la confiance. Si vous voulez aujourd'hui utiliser un système d'IA, vous êtes avocat direction juridique, rien ne se fera sans la confiance des utilisateurs, des salariés et de vos clients. Donc, on ne va pas faire n'importe quoi. Alors maintenant, on commence par les prompts et on commence par la pratique. Et je tiens à remercier on va dire mes fidèles, non pas collaborateurs, mais membres bénévoles au sein de DataRing, puisque vous avez à côté de moi deux jeunes talentueux, ils sont avocats, mais ils donnent aussi de leur temps parce qu'ils essaient de réfléchir à la façon dont nous allons utiliser ces outils. Alors on commence par Vincent, qui est doctorant au sein du cabinet et qui anime l'expérimentation sur le RH. Vincent, allez-y. Effectivement, merci France. Alors, je suis membre du LABIA, l'association DataRing. Et dans ce cadre, vous l'aurez compris, du Café IA, on va parler des professions juridiques, des problématiques des systèmes d'IA. Et on va faire un focus sur les hallucinations et plus largement les erreurs de ces systèmes parce que
On ne demande pas des recettes de cuisine au système d'IA, on ne cherche pas à lui faire rédiger des comptes pour enfants, mais on a besoin d'informations fiables. Alors, je vais passer brièvement sur les exemples d'hallucinations donnés par certaines institutions, avec notamment le CNB qui nous dit qu'après avoir utilisé le système d'IA, celui-ci a inventé une jurisprudence qui peut être très problématique dans le cadre de rédaction de conclusions. On va par exemple aussi avoir celui du Sénat qui a fait dire à ChatGPT le contenu de l'article 19 de la DDHC. Spoiler alerte, ça n'existe pas. Et enfin, un guide que l'on vous recommande, celui de l'Académie de Créteil, qui a donné plusieurs exemples d'hallucination des systèmes d'IA. Mais si je passe vite sur ces slides, c'est parce qu'on a pris le soin de vous faire des exemples maison. C'est tout l'esprit du laboratoire IA de l'association Dataring, c'est de questionner les systèmes d'IA, de les tester, d'entraîner son esprit critique, d'essayer de comprendre la logique sous-jacente des systèmes, d'expérimenter avec des cabinets d'avocats innovants et notamment Etige Horatio Avocat, et d'apporter notre modeste pierre à la recherche juridique. Alors, premier exemple, maison, qui nous provient de notre community manager, à savoir Didier ici présent, et merci bien, sur la comparaison de documents. Alors, mon cher Didier, qui est très organisé, a voulu savoir s'il avait posté sur le site la dernière version de l'article que nous avions rédigé. Donc, il lui a fourni le fichier PDF contenant cet article-là et a fourni à ChatGPT le lien de l'article en ligne et lui a demandé de comparer les deux documents. Spoiler alert, c'était exactement les mêmes documents, sauf que ChatGPT nous dit précisément que dans la phrase d'introduction de l'article en ligne, il est indiqué « Thomson Reuters a intenté un procès contre Ross Intelligence pour avoir utilisé sa base de données Westlaw sans autorisation ». Et non, ce n'est pas du tout le cas. Vous avez la capture d'écran de l'article en ligne qui dit exactement l'inverse. Très intéressant, tout à fait. Article très intéressant que vous pourrez aller voir sur le site du cabinet Etige Horatio. Merci Jade. Deuxième exemple, la recherche sur Internet. ChatGPT et consorts ne sont pas des moteurs de recherche. Il faut bien prendre garde à ne pas les utiliser comme tels. J'ai envoyé un prompt somme toute assez simple à ChatGPT. Va sur le web et trouve les meilleures offres lanceurs d'alerte publiées par des cabinets d'avocats. Voilà une façon de faire du benchmark. Et ChatGPT me répond oui, 4 cabinets d'avocats intitulés XYZ, ABC, DEF, GHI et qui proposent tous des offres en matière de protection des lanceurs d'alerte. Spoiler alerte, encore une fois, aucun de ces cabinets d'avocats n'existe et ChatGPT nous renvoie des liens Internet qui donnent vers des pages YouTube expliquant comment trouver une entreprise de rénovation de cuisine ou bien des cabinets de massage à Marseille. Enfin bon, on aura donc pour les esprits faibles ou tout simplement pour ceux qui sont peu habitués à l'IA, nous ne sommes pas dans un monde d'illusions. L'IA doit nous amener à penser le réel, à nous questionner, à faire preuve d'esprit critique et à savoir contester, mais toujours à vérifier. Et a fortiori en est-il pour la profession d'avocat, les juristes d'entreprise, les auditeurs, les experts, tous. Eh bien, la difficulté, c'est que si vous ne vérifiez pas, vous êtes comptable, vous êtes responsable, parce que les conditions générales d'utilisation, de toute façon, limitent leur garantie, notamment pour GPT, à 100 $. Donc, le livrable vous engage et engage votre réputation. Et en termes d'engagement, on peut embrayer sur les erreurs et l'absence de raisonnement qu'Alex détaillera. Simplement sur les erreurs, pour être bref, j'aurai aussi quelques exemples. Pour ceux qui s'y connaissent un peu en compliance, un lanceur d'alerte... Il y en a. Qui oui, nous écoutent, je les vois là. Un lanceur d'alerte peut-il émettre un signalement directement auprès d'autorités externes sans passer par le dispositif d'alerte mis en place par la société à laquelle il appartient? Et donc là, je sais qu'il y a des avocats en droit social qui sont en ligne. Je sais que vous appréciez. Alors imaginez un stagiaire. Vous êtes pressé, vous lui dites trouve-moi le dernier article. Il veut bien faire, il utilise sa version pro. Il va très très vite et vous êtes fatigué et on vous donne une consultation que vous n'avez pas le temps de lire. Attention, non seulement on relit, on vérifie tout, mais on donne à nos stagiaires aussi la bonne grille de lecture. On les forme, raison pour laquelle il va falloir faire des chartes IA, d'usage de l'IA, dans lesquelles on va dire le possible et l'interdit. Et là, allez-y, spoiler alerte. Alors, ChatGPT nous parle de la loi Wasserman qui, en réalité, a supprimé la hiérarchie dans l'utilisation des canaux, mais il nous dit, en réponse, pourtant, qu'il faut d'abord utiliser le canal interne de l'entreprise pour ensuite pouvoir utiliser le canal
externe. Alors c'est totalement faux, malgré la citation de la loi. Et donc vous avez l'article de la loi Waserman ici à l'écran. Et encore une fois, on vous enverra la présentation. Donc la difficulté, là, ça va être pour les organisations qui pensent qu'elles peuvent se passer parfois du regard ou de la validation d'experts avisés. Ça paraît si vrai. On vous dit, bouh, j'ai la réponse en 2 minutes et là, je peux commettre une infraction de manière tout à fait naïve, en pensant que la machine, c'est le meilleur maître qui soit. Tout à fait. Et en parlant de bonnes machines, eh bien, on a essayé aussi avec des IA spécialisées en matière juridique. Ce n'était pas simplement ChatGPT. Ordalil, en l'occurrence, avec un on compte les torture tous. gratuit. On les torture, oui. On expérimente, c'est bien vrai. Donc, il nous donne, grosso modo, la même réponse que ChatGPT. Mais il a une particularité, cet outil, c'est qu'il nous a donné les sources. Et il nous cite précisément le passage de la loi qu'on vous a mis sur la slide précédente, à savoir la loi mise à jour qui nous dit qu'il n'y a pas de hiérarchie des canaux. En bref, il nous donne du contenu, il nous rédige une réponse, renvoie vers des sources qui disent absolument l'inverse. Donc, ça peut être très trompeur. Donc, ne jamais oublier ce que c'est. C'est-à-dire toujours se poser, et on a été dressé à cela en droit, la question du qui. Qu'est-ce que cet outil? C'est le langage des probables. Il ne raisonne pas, il calcule. Ce qui est sensiblement différent. Tous les chiffres sont faux, mais certains sont utiles. Donc oui, il y a une utilité. Et maintenant, je vais passer la parole à Alexandre. Alexandre, vous vous présentez, vous allez expliquer, alors qu'au départ, Alexandre, le numérique, ce n'est pas du tout votre terrain de jeu. Absolument alors, pas. comment vous avez pu vous y intéresser? Je me suis perdu, peut-être, dans mes recherches. Donc, bonjour, Alexandre Balarota, membre de l'association Dataring, avocat au barreau de Toulouse au sein du cabinet Altige Horatio et docteur en droit de l'université de Bordeaux. Alors, effectivement, la tech n'est pas du tout mon terrain de jeu principal. Moi, je fais du droit civil pur et dur et de la procédure civile. Vous êtes un puriste. Un puriste du droit privé et plus spécialement du droit patrimonial de la famille, donc tout ce qui est très joyeux, notamment les héritages et les successions. Et moi, je sens qu'on va augmenter les connexions. ou les perdre, je ne sais pas. Moi je me suis, en tant que membre de Dataring, je me suis, à la demande de France bien évidemment, j'ai regardé pourquoi aujourd'hui elle hallucine, pourquoi aujourd'hui les IA génératives hallucinent. Pourquoi? Parce que le raisonnement juridique, en fait, c'est une logique. Une logique qui est encadrée, d'accord? Le raisonnement juridique, il est normatif, il est structuré et il est finalisé. Pourquoi? Et d'ailleurs, on l'apprend d'ailleurs à tous nos étudiants en première année de droit, parce que le raisonnement juridique, il repose sur une logique. Majeur, mineur, solution. Qu'est-ce qu'une majeure? Pour ceux qui n'ont pas suivi avec autant d'assiduité les 2 premières années de droit. Pour tous les étudiants qui ne sont pas passés à la faculté de droit, c'est la solution qu'on donne au cas pratique. D'accord? C'est l'exercice basique d'un étudiant de droit. Donc j'ai une majeure, j'ai la règle de droit, et j'ai une mineure, l'application. Exactement. La majeure, la règle de droit, la mineure, l'application au fait d'espèce avec une solution. D'accord? Quelle est la différence entre un droit qui est un droit issu du common law, je connais la réponse, mais je vous torture, et avec le droit romano-germanique? Pourquoi c'est aussi important au niveau du choix finalement des outils que nous allons avoir? Le droit romano-germanique, qui est notre droit à nous, se base sur des règles qui sont des lois, des réglementations. La majeure. La majeure, effectivement. Et parfois, et même très souvent, nous avons des arrêts et donc des courants jurisprudentiels qui nous permettent d'avoir un affinage de cette règle, d'accord? Et qui nous permet donc d'avoir une coloration de la règle de droit. Là où les pays de common law fonctionnent sur des principes de précédent. Donc c'est plus facile pour eux l'utilisation. C'est beaucoup plus facile car ils auront tout un corpus de jurisprudence et on aura des cas extrêmement similaires où on pourra déterminer le cas précis. Donc dans la modélisation, dans la puissance de calcul, c'est plus facile. En ce qui nous concerne, dans la mesure où il n'y a pas ce syllogisme judiciaire, c'est-à-dire ce raisonnement, eh bien une plus grande attention doit être portée par les professionnels du droit dans l'utilisation de leur outil, quelle que soit la qualité, on va dire, de la base de données d'apprentissage. On pioche un peu au hasard. Et dans le cadre de nos projets de recherche, de notre bac à sable, on a regardé le raisonnement juridique. Alors, expliquez. Le raisonnement juridique, nous, on le prend sous 2 prismes. Donc le raisonnement, c'est-à-dire la recherche, la doctrine. Et au regard de nos nombreux tests, notamment avec Vincent et avec France, on s'est rendu compte que l'IA générative ne crée pas de doctrine. L'IA générative peut aller rechercher des éléments, faire des compilations d'écrits, mais il ne va jamais créer. Or, le droit, c'est de la création constante. Et aujourd'hui, donc là, on se rassure un peu en tant que doctorant et docteur en droit et en tant qu'académique, aujourd'hui, sur le principe de la recherche même,
la création doctrinale, l'IA ne nous remplacera pas car elle n'est pas en capacité de créer ce qu'on appelle du droit ex nihilo. Et là, nous avons une humilité parce que nous avons créé tous les deux, Tout à fait. puisque j'ai eu le plaisir, parce qu'au-delà de ce que l'on vous explique, il y a la réalité terrain. C'est que la réalité terrain, lorsqu'on a une association qui encourage la recherche en droit, il faut embaucher ces jeunes. Oui. On les embauche, on est dans le cadre de tests chiffres, on les fait travailler avec nous, et puis on leur soumet ces cas d'usage avec une torture bienveillante. Et là, on s'est fait un peu peur. Parce avec France, on a travaillé pas mal de temps. On a fait un GPT patrimonial. On crée des GPT, donc des GPT métiers. Je vais vous faire une démonstration tout à l'heure. Ce qu'on appelle des GPT métiers, et on a créé un GPT patrimonial. Donc on a prompté très longuement ce GPT, on l'a nourri notamment de ma thèse de doctorat et de pas mal d'éléments dont nous avons publics, des textes publics essentiellement. Et donc nous avons fait un cas d'usage. En droit patrimonial, le cas d'usage le plus classique que nous avons, c'est monsieur, madame, avec donc une famille recomposée, et monsieur a des enfants d'un premier lit. Ce qui peut arriver à des gens très bien. À des gens très bien, et ce qui arrive de plus en plus souvent au demeurant. Et donc on a posé ce cas. Donc il y avait 3 solutions juridiques, c'est-à-dire les droits du conjoint, je rentre dans le détail, mais les droits du conjoint survivant, les droits des enfants, et éventuellement, quid d'un éventuel contentieux. Et donc là, c'est là aussi que c'est très important, parce qu'on voulait aussi parler des outils. Nous, on a travaillé volontairement pour ce cas d'usage sur ChatGPT. Bien sûr, OpenAI. Et on a utilisé quoi? Notre GPT à nous. Oui. Et après, les 3 modèles de GPT dont on a accès avec la version Pro, c'est-à-dire le GPT-4, le GPT 4.5 et le GPT, ce qu'on appelle 1O, qui est le plus, on va dire, le plus avancé. Donc, vous voyez à l'écran l'assistant patrimoine juridique que nous avons créé avec Alexandre, dans lequel on lui a posé une question assez banale. Peux-tu m'expliquer les droits du conjoint survivant en présence d'enfants? Et là, on a fait tourner sur le même prompt, virgule près, tout à fait, sur les 4 modèles. Et là, avec une petite configuration maison secrète, parce que même les magiciens ne donnent pas leurs secrets. Et donc, on a fait une espèce de tableau de scoring sur les 4 différentes solutions. Et c'est là où on s'est fait un peu peur. C'est-à-dire que sur nos 4 modèles générés, 3 sont complètement faux. Et pourtant, ça a l'air bien quand même. Oui, mais 3 sont complètement faux, notamment le nôtre. C'est là où on prend un peu d'humilité. Ça a le goût du droit, ça ressemble à du droit, mais ce n'est pas du droit sans contextualisation. On a pris de grosses doses d'humilité, parce que notre GPT a répondu faux sur les 3 points. Le seul point et le seul modèle qui a réussi à approcher ce syllogisme, parce que c'est là où on a vu les limites, c'est pour ça que je parlais de syllogisme au début de ce que je disais, c'est que les GPT classiques n'arrivent pas à faire ce syllogisme. Le GPT classique va trouver la majeure. Le GPT un peu plus poussé va essayer de coller à une mineure, mais aujourd'hui, les IA génératives n'arrivent pas à faire cette bascule entre majeur, mineur, solution. D'accord ? Et il est vrai que le modèle le plus abouti de ChatGPT aujourd'hui, qui est GPT 0.1, a réussi à trouver la majeure, a réussi à adopter à la mineure, mais patatras, il n'arrive pas à trouver la solution. Là où O1 est plus intéressant. Exactement. Alors ça, c'est très marrant parce que c'est le scoring qu'on a demandé à ChatGPT. Donc lui, il a estimé que ces 4 réponses sans base de données d'apprentissage. Sans aucune. Et il a estimé que c'était super. Sauf que quand moi, j'ai donné la réponse de mon cas d'usage, on a vu que 0, 0,3, 0, 0,7. Donc la leçon de cette histoire, c'est que vous pouvez jouer, vous vous amusez. On peut faire pas mal de GPT, mais sans le regard expert, ça ne sert strictement à rien. Et au-delà de ne servir à rien, c'est extrêmement dangereux. Parce que, comme l'a dit tout à l'heure France, un juriste, alors effectivement, l'IA, elle peut halluciner. Mais l'hallucination, on le voit, on le reconnaît. Mais la mauvaise application de la règle de droit, d'une règle qui existe, peut, pour un juriste qui n'a pas un œil un peu expert sur une matière très précise, peut être très dangereuse. Donc, on pourrait tout à fait dire sur cette base-là, fais-moi une consultation à un client. On fait ça, on l'envoie, sans avoir vérifié par un expert derrière, on engage notre responsabilité. Et pourtant, c'est quand même intéressant parce qu'on a eu des cas d'usage qui nous ont permis de gagner du temps sur ce GPT patrimonial où on a une arborescence qui est intéressante, mais on va vérifier, on va dire les livrables, on va regarder si les textes sont les bons. Et plus nous avançons, plus nous l'affinons et plus il devient intéressant. Mais effectivement, ne vous découvrez pas lorsque vous êtes avocat généraliste ou direction juridique, on va dire dans un secteur métier qui vous honore, n'improvisez pas dans une matière que vous ne connaissez pas. On n'est pas spécialiste en tout, ce n'est pas vrai. On est dans le domaine de la finance, on est soumis à une réglementation sectorielle, encore faut-il la connaître. Vous posez des questions à GPT, quelles sont les obligations de sécurité? Il va vous donner des textes assez on va dire assez banals. Mais
Si vous ne savez pas que vous êtes soumis à DORA, tant pis pour vous. Vous confondrez les délais et GPT vous dira ce que vous voulez entendre. Il vous dira c'est 72 heures, là où parfois ça peut être 4 heures dans certains cas. Donc ça peut poser problème et des problèmes de responsabilité. Alors, les bonnes pratiques, parce qu'on est là pour les bonnes pratiques et on a un temps limité. Ce que j'ai fait avec la team, parce qu'il y en a 2 là, mais il y en a pas mal ici de l'autre côté, là, si vous ne les voyez pas dans le public, eh bien, il faut faire ce qu'on appelle un arbre de décision. Quand vous démarrez, non simplement, vous vous mettez en conformité. Donc, ce qu'on a vu tout à l'heure, le RGPD va me servir à quoi? Va me servir à avoir la colonne vertébrale. Sans données, il n'y a pas d'IA. Sans information, ça ne fonctionne pas. La règle de droit est là pour protéger, mais faire aussi en sorte que nous ayons des outils de valorisation. Donc, on cherche, on a des données de grande qualité chez nous et on doit apprendre à nos jeunes à fonctionner. Eh bien, comme dans la vie, on fait un arbre de décision. Donc la première chose que l'on doit faire dans une bonne pratique face à l'outil, c'est de vérifier l'outil dont on a besoin pour la tâche, bien sûr, de mener la compliance. Et puis ensuite, une fois que vous avez l'outil dont vous avez besoin et que vous comprenez la tâche dont vous avez besoin, la première question à vous poser, c'est est-ce que vous avez besoin que ce résultat soit vrai? Ça vaut pour les médecins comme pour les avocats. Si vous avez besoin que le résultat soit vrai, c'est important, ben, vous ne pouvez pas l'employer sans risque. C'est à vos risques et périls. Si vous disposez de l'expertise nécessaire pour repérer les erreurs, exemple, Alexandre, qui a fait sa thèse sur l'anticipation successorale, va poser des questions très fines sur l'anticipation successorale et sera à même de vérifier si, en matière d'exhérédation, eh bien, le GPT se trompe ou pas. Il peut gagner 3 à 4 heures et la dernière heure, il va corriger un peu à la marge, mais ça va fonctionner. En revanche, si je suis un avocat en droit social et que parce que je veux gonfler mon chiffre d'affaires et que je me découvre une vertu de spécialiste en tout grâce à GPT, effectivement, je vais avoir quelques tracas. Donc, disposez-vous de l'expertise nécessaire pour repérer les erreurs? Oui, mais ça ne suffit pas. Est-ce que je peux porter la responsabilité juridique et morale des erreurs? C'est très différent, notamment dans une organisation. D'où l'importance face à la banalisation de l'utilisation d'outils comme Perplexity, GPT et autres, de la prévention de ce qu'on appelle le Shadow AI, le Shadow IT, et de mettre en place des chartes d'utilisation adossées à des formations dans les organisations, avec un référent IA. Donc on participe au sein de plusieurs organisations, bénévolement toujours, publiques et privées. Eh bien, on travaille avec eux à mettre en place ces chartes d'usage de l'intelligence artificielle. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de créer de la valeur sur nos territoires. C'est-à-dire que ce n'est pas anodin d'utiliser un outil qui est soumis à la portée extraterritoriale d'un certain droit. Il faut parfois choisir des outils qui sont un peu plus étanches et sur lesquels on est tous en train de travailler, au premier rang desquels je pense à l'open source, mais pas que. Il y a aujourd'hui une course à l'IA, une course à la puissance de calcul, dans lequel on est en train de s'engouffrer tous. Il ne faut pas perdre du discernement. Donc la vigilance raisonnable face au contenu généré par un système d'IA, c'est important. S'assurer de l'exactitude et de l'actualité des contenus générés aussi. On a des éditeurs logiciels et j'ai vu que certains s'étaient inscrits en ligne. Je ne donne pas leur nom, mais ils sont là. On fera un atelier spécifique avec eux pour qu'ils nous montrent et qu'on torture leur cas d'usage, qu'on pose ces questions que certains spécialistes sont à même de poser pour voir là où la machine, lorsqu'elle calcule et qu'elle ne raisonne pas, là où on peut essayer d'aller chercher de la valeur. Alors, je vais vous donner également autre chose. Là, au niveau des bonnes pratiques, lorsque vous voulez faire quelque chose de très créatif, ce qui va être important dans le paramétrage, c'est de choisir la température. Si vous mettez une température élevée, vous allez être très créatif, vous allez faire des super haïkus, des poèmes, on va dire, ça va être pas mal en termes d'image, pourquoi pas, mais ça ne va pas être très très bon en termes de rigueur. Donc, ce qu'on vous suggère, c'est de mettre une température. Pourquoi? Parce que le modèle va prévoir des probabilités pour chaque mot suivant le possible, et que la température, en fait, elle ajuste la distribution. Donc, une température qui est entre 0,3 et 0,7, lorsque vous pouvez le choisir, ben, c'est un bon équilibre. En général, 0,7, 0,3, c'est pas trop mal. Lorsque vous dépassez le 1, lorsque voilà, vous faites de la poésie, il faudrait quand même éviter, on doit avoir un usage, on doit penser à l'environnement, un usage éthique et sûr, mais durable. On parlera de la cybersécurité sur un atelier très spécifique avec nos partenaires qui sont dans cette région et qui sont connus pour cela.
Vous avez également le fait que vous devez prioriser l'utilisation de modèles qui sont conçus pour le secteur juridique. Et là, on a donné quelques noms. Nous avons testé Ordali, nous avons testé Lex-Base Intelligence, nous avons testé Doctrine, nous avons testé Lexis, nous avons testé Dalloz. On les a tous testés. On ne va pas vous les comparer ici. On le fera à certains moments. Donc, pour Ordali, vous voyez, je vais y venir tout seul. Donc là, Ordali, je ne sais pas si vous l'avez en ligne, je lui ai demandé comment faire une rupture conventionnelle. Je suis sur la version gratuite, c'est une question assez banale. Je pense que beaucoup de TPE, PME peuvent poser ce type de questions. Vous voyez que ce qui sort est propre. Vous avez une initiation de la procédure. Ce qui est intéressant chez Ordali, vous voyez, on peut cliquer, vous le voyez à l'écran. On peut aller chercher des textes, on peut regarder. Donc, vous voyez qu'on a quand même tout le, on va dire, toute la façon de faire, mais puis surtout, ce qui est intéressant, regardez le petite boussole, là, on fait la petite lumière, on vous dit, je ne remplace pas un professionnel du droit, vérifiez bien les informations, envisagez Ordali Pro, bien sûr, toujours, bien sûr, il reste des marchands quand même, on ne fait pas n'importe quoi. Et ça, c'est ce qui est intéressant, vous verrez sur les paramètres et ce qu'on peut faire, c'est que, voilà, vous avez un outil, vous pourrez également essayer de le cloisonner, vous avez toute la législation. Là, il vous explique finalement ce qu'il a utilisé pour raisonner. Vous avez tous les textes, vous avez la jurisprudence également. Donc, ça permet à un avocat ou à une direction juridique de gagner un peu de temps, mais surtout d'aller lire les textes, toujours lire les textes. Donc là, c'était pour éclairer. Je vais vous donner également des petits conseils et des bonnes pratiques en matière de confidentialité. Nous avons, nous, l'obligation en tant qu'avocat, bien évidemment, de respecter le secret professionnel. Jamais dans les prompts ne mettre le nom d'un client. Ne jamais mettre des informations confidentielles susceptibles d'identifier un client. Quel que soit l'outil utilisé, ça reste des outils dont le fonctionnement est assez opaque. Ne pas renseigner des éléments de stratégie du dossier. Ne pas joindre des fichiers comportant tout ou partie d'un dossier client. Et là, on a un sujet. Là, on a un sujet, c'est-à-dire que dans nos lettres de mission, nous devons également informer nos clients de ce qu'on ne doit pas s'amuser avec les pièces adverses qu'on leur communique. Le risque auquel on est confronté, on le voit au niveau des expertises judiciaires, c'est que benoîtement, ils prennent le dossier adverse, voulant s'augmenter, et ils mettent tout ça dans le prompt, et nous avons des dossiers dans lesquels il peut y avoir de la donnée extrêmement sensible, de la donnée médicale, des choses qui vont identifier des personnes. Et avec le phénomène de régurgitation, tout ce qui rentre d'un côté peut à un moment donné ressortir. Donc n'hésitez pas à informer aussi vos clients de ce qui est interdit. Rappelez-leur de la confidentialité attachée à notre serment qui vaut aussi pour eux. On ne joue pas avec les informations d'un dossier au motif qu'on va essayer d'avoir soi-disant la même organisation ou le meilleur argumentaire et qu'on veut damer le plomb à son avocat ou autre. Non, la confidentialité, c'est ce qui va nous porter. Et c'est ce qui va nous porter aussi pour faire respecter l'état de droit. Ce n'est pas la loi du marché qui doit faire sa loi ici. On est là pour défendre des valeurs. Donc, il y a dans ces recommandations générales, nous devons, nous, en tant qu'avocats, auxiliaires de justice, direction juridique, auditeurs, experts comptables, eh bien, regarder ces notions premières de confidentialité des données. Parce que dans un monde où il n'y a plus de secret, la dictature est possible et encore davantage. Et là, ça devient une ère de surveillance généralisée. Donc, il faut vérifier et configurer les paramètres qu'on vous a montrés. On pourra faire des ateliers. Nous faisons des ateliers spécifiques avec des ingénieurs, avec des techniciens et des informaticiens. Et tout un corpus au sein de l'Occitanie, la Nouvelle-Aquitaine, et on se déplace aussi sur Paris, dans lequel on peut et on échange des bonnes pratiques. Vérifier les droits du fournisseur sur les prompts. Certains modèles d'IA pseudo-gratuits, eh bien finalement leur business model, c'est sur ce que vous allez y mettre. Il est souvent plus intéressant de s'intéresser au cas d'usage et aux questions que vous posez qu'aux mauvaises réponses qu'on va vous donner. Sécuriser et contrôler techniquement les interactions du système d'IA. Alors ça, c'est très important. Vous avez la CNIL qui, le 8 avril, a donné sa nouvelle version sur la façon, dans le cas du Privacy by Design et Security by Default, dont on devait gérer les clés API, c'est-à-dire que la sécurité, ça doit monter d'un cran. N'oublions jamais que lorsque vous déployez un système d'IA, vous êtes toujours responsable de traitement, vous avez cette conformité à mettre en place, ces mesures de sécurité à vérifier, et vous n'abandonnez pas les plugins, les composants additionnels qui sont proposés aux fournisseurs à leur bon vouloir.
très important, parce que là, en ce moment, on est dans un contexte de bras de fer réglementaire avec nos amis américains, le bouclier américain qui est en train de se briser. Il faut s'intéresser à la localisation du cloud. Il faut s'intéresser à la portée extraterritoriale du droit américain. Il faut chiffrer, il faut mettre en place des mesures complémentaires. Il faut proscrire l'usage de l'IA générative pour les sujets les plus sensibles. Depuis des années, on fait beaucoup de propriété intellectuelle au cabinet. On sait qu'il y a des dossiers qui ne seront même pas sur notre ordinateur lorsqu'on a déposé des brevets ou autres. La CNCPI a rappelé, et j'enverrai des liens et on les mettra sur notre site que je vous invite à aller voir. On rappellera les consignes du CNCPI, du CNB. Il faut être très vigilant. Vous devez limiter l'accès au système d'IA génératif. C'est la raison pour laquelle, modestement, alors qu'on a un pôle technologie avancée, nous préférons le faire en expérimentation au sein d'un laboratoire de recherche, au sein de DataRing, avec des ingénieurs qui travaillent avec nous. Je ne vais pas m'improviser une vie. Je vois Bertrand qui arrive, qui viendra tout à l'heure. Et donc, Bertrand qui nous a beaucoup aidé, je tiens à le dire, Bertrand Serp, qui nous a fait confiance pour lancer ce café IA. Donc, ne jamais utiliser les informations confidentielles dans les prompts, on l'a vu, se faire conseiller par des spécialistes de la sécurité de l'information. Et là, je pense à nos amis délégués à la protection des données, avocats, DPO. Vous devez travailler avec les RSSI, vous devez travailler main dans la main avec les DSI. On doit sensibiliser, former le personnel aux enjeux, segmenter toutes les informations, pseudonymiser, anonymiser les données et dans certains cas, rendre illisibles les informations personnelles ou sensibles. N'oubliez pas qu'il y a beaucoup d'outils à l'heure actuelle, qui sont très attentifs aux dangers sur l'atteinte aux droits des tiers. Le 15 mai, nous ferons un atelier spécifique sur la propriété intellectuelle avec un petit focus sur la musique et sur l'utilisation des images. Pourquoi? Parce qu'on a des outils qui nous permettent aujourd'hui de mettre des empreintes numériques qui vont nous permettre de voir tous ceux qui ont utilisé de manière assez malicieuse certaines images, chansons, musiques, textes sur lesquels ils n'avaient pas les droits pour s'augmenter sans payer quoi que ce soit. L'IA, c'est aussi la répartition de la chaîne de la valeur. Alors, on a des outils assez simples. On vous aidera à mettre en place des chartes informatiques avec des usages bien compris en respectant le principe de proportionnalité. Pour vous, ça va être important, mais cet outil de la charte IA est malheureusement insuffisamment incomprise. Et aujourd'hui, il y a quand même des jurisprudences qui font que vous pouvez avoir une responsabilité en tant que responsable de traitement si vous n'encadrez pas suffisamment l'usage d'un outil informatique et que vous avez une cyberattaque. On a des annexes à mettre en place et vous verrez, des annexes IA. Et je tiens à poser une question parce que est-ce que vous avez déjà mis en place au sein de vos entreprises on va dire une charte IA? Est-ce que parmi vous, vous avez déjà mis en place une charte IA? Je vois que j'ai un ancien dirigeant d'une organisation qui est face à moi, qui se cache dans la salle. Est-ce que vous aviez utilisé, vous qui êtes quand même spécialisé dans la tech, ces chartes d'utilisation de l'IA ou de l'IT? Comment vous aviez accompagné à l'époque les organisations? Alors nous, l'IA, elle nous est tombée dessus par utilisation frauduleuse. C'est-à-dire des gens dans l'organisation se sont mis à utiliser l'IA avant même qu'on ait standardisé ou qu'on ait imposé quelque chose. Donc on a pris peur et on a consulté des professionnels pour diffuser au sein de notre entreprise une charte IA qui maintenant, dans un premier temps, va informer les personnels de ce qu'ils peuvent faire et de ce qu'ils ne peuvent pas faire. Néanmoins, on n'a pas un monitoring, et moi c'était ma question aujourd'hui, on n'a pas un monitoring de ce qui se passe dans les prompts des individus. Et donc, je vais prendre un exemple tout récent. On a produit les business plans pour l'année. Donc j'ai demandé à mon équipe commerciale de produire des business plans. Je me doute qu'ils ont dû utiliser ChatGPT pour se faire aider. Comment est-ce que je sais qu'ils n'ont pas mis des noms de clients avec des montants potentiels de business? Ça, je ne peux pas le savoir. Et je ne sais pas si ma charte IA doit défendre la chose ou si on peut contrôler ou autre. Alors, c'est justement tout l'intérêt, c'est qu'il va falloir, au-delà du plan de développement de compétences, que vous mettiez en place cette charte d'utilisation de l'IA avec ce qui est possible, ce qui est interdit, mais le texte vous oblige également à mettre en place des verrous techniques. Et vous avez des outils dits de DLP. On a une entreprise, plusieurs entreprises sur la région qui sont spécialisées sur des filtres qu'elles vont mettre.
au sein de l'organisation. Donc, vous devez dire ce qui est interdit, l'utilisation, imaginons, on va dire, d'un LLM ou d'un outil qui ne soit pas celui de l'entreprise. On doit privilégier celui de l'entreprise. Mais quand bien même c'est celui de l'entreprise, on n'est jamais à l'abri d'une maladresse, d'une donnée confidentielle qui est mise en place. Et donc, le texte vous dit quelles sont les mesures complémentaires en fonction de la sensibilité de vos données que vous devez mettre en place. Ces outils de DLP sont intéressants. On est en train d'en tester un au sein de DataRing, c'est-à-dire que vous utilisez GPT, vous pluguez cet outil de DLP, vous faites une nomenclature de mots sensibles, etc. Vous proscrivez l'utilisation de données personnelles. Il peut y avoir des erreurs, mais à la marge, ça permet également de faire de la sensibilisation, c'est-à-dire il y a une fenêtre pop-up, si vous mettez Monsieur Durand, etc., on dit attention, pas d'autorisation de données personnelles. Si vous mettez en fonction de votre secteur d'activité, si vous êtes dans le secteur de la défense ou sensible ou l'aéronautique, des mots-clés sur certains business plans, hop, attention, vous n'en avez pas le droit. Ce n'est pas parfait, mais il va falloir surveiller effectivement les logs, les flux, etc. Et avec la DSI, ce qu'Anom a fait, un autre homme peut le défaire, essayer de trouver les outils de surveillance des salariés. D'ailleurs, c'est l'objet de la thèse de Vincent, c'est tous les outils qui vont permettre d'assurer cette surveillance des salariés pour des questions de cybersécurité, de secret des affaires, mais qui seront aussi acceptés au sein d'une organisation. À partir du moment où vous avez ce déluge technologique, il va falloir qu'on replace la boussole au niveau des droits et des libertés, l'intégrité cognitive, mais également jusqu'où je vais aller en termes de surveillance, mais on pourra en parler tout à l'heure. Je vous propose d'en parler tout à l'heure. Oui, je pense qu'on va en parler tout à l'heure. Donc là, vous voyez un exemple de contenu de Chartia pour répondre à votre question, c'est-à-dire quelles sont. Si je suis dans le secteur financier, je vais avoir DORA, je vais avoir en plus une responsabilisation des directions. Si je suis sur NIS 2, de la même façon. Donc la posture de l'entreprise, elle est essentielle. Si je suis dans le domaine de la santé, médico-social, transport, une entité critique, évidemment que ma charte informatique va être plus dure et plus stricte. Et c'est notre responsabilité de le mettre en place, mais aussi de le faire accepter. Donc là, ça va être important. Alors, que fait-on? Qu'est-ce qu'on peut vous montrer sur ce qu'on a fait au niveau des prompts? Moi, je vais vous proposer quelque chose, parce que ça, j'ai essayé là hier, parce qu'on est là, c'est le premier café IA, donc on essuie les plâtres. Mais il faut aussi vous montrer ce qu'on est capable de faire. Donc là, moi, je me suis intéressée vous me connaissez, à la nouvelle réglementation sur l'IA. Aujourd'hui, sur la nouvelle réglementation sur l'IA, on a une opportunité folle. C'est une réglementation dite produit. Et dans cette réglementation dite produit, elle est surtout destinée, quoi qu'on vous explique, à faire en sorte qu'on ait de l'innovation. Mais il faut qu'on aide nos organisations à monter en gamme et à faire en sorte que cette réglementation elle leur soit accessible. Donc, on va devoir automatiser certaines choses. On va devoir essayer de placer des curseurs pour la conformité. Donc, la PME, bien qu'elle ait des obligations qui soient allégées dans le cadre du RIA, elle va avoir besoin qu'on évalue les systèmes d'IA selon un cadre réglementaire assez strict. Vous voyez que là, par exemple, j'ai utilisé Claude, donc j'ai fait un projet. J'ai développé ce qu'on appelle un legal chatbot. On l'a fait également pour une organisation qui nous a demandé d'être référent IA, de participer à leur comité. Et on a fait des bêta-tests. Alors, je vous rassure, lorsque je vois, vous voyez sur le côté, de l'autre côté, vous avez un langage, je crois que c'est du JavaScript. Mais lorsque vous avez ce type de, on va dire, de modélisation qui est faite, on va rester modeste. On peut, nous, définir ce qui va être une majeure ou une mineure, c'est-à-dire la règle de droit, le cas d'usage, et qu'est-ce qui va être important dans la hiérarchie des normes. Mais on va être franchement un peu démunis lorsqu'il va s'agir de savoir si là-dessus ça fonctionne, c'est privacy by design ou pas. Donc on travaille main dans la main avec des ingénieurs qui vont nous permettre, et bien là vous regardez, il y a l'interdiction de mettre en place de la biométrie, il y a tout le système de l'évaluation individuelle, l'âge, le handicap, etc. Donc vous voyez, on a le nom, exploitation des vulnérabilités, on met l'article auquel ça correspond et on se retrouve avec une documentation automatisée de la conformité. J'ai donc fait une architecture de botte de conformité IA et je peux bien vous dire que je ne vais pas l'utiliser tant qu'un ingénieur ne m'aura pas dit si c'est bon ou pas. En revanche, dans le cas d'une expérimentation, on va pouvoir lui soumettre et lui poser quelques questions. Nous avons fait l'interface utilisateur et on fait évoluer la base de connaissances réglementaires en temps réel. Voilà le genre de choses que nous pouvons faire ensemble ou auxquelles on va dire ce sont les expérimentations auxquelles on se livre. Et nous avons fait, pour finir, une petite chose qui est assez drôle. En fait, on s'est amusé
au sein SAT. Alors là, je rebascule, vous voyez, avec une facilité déconcertante. Là, je bascule sur GPT. Ben oui, j'essaye Ordali, j'essaye Claude. Et là, j'essaye GPT. Et nous avons fait un bot qui, je l'ai appelé My Name Is, qui serait expert en marque. Et vous noterez, conforme au Vademecum Altige. Donc, je l'ai torturé. Je lui ai dit, tu dois aller d'un point A à un point B, regarder tel type d'outil qui est en ligne, ou base, on va dire base de connaissances accessible. Et je lui ai dit, propose-moi un libellé conforme, donne-moi un nom de marque disponible, etc. Rédige un article sur l'évolution du droit des marques. Et donc là, par exemple, je peux lui dire, finalement, ben, voilà, quels produits et services, là, je vous donne des exemples, quels produits et services, et vous allez comprendre qu'il faut là aussi toujours l'assistance d'un avocat. Quels produits et services, vous voyez, là, c'est des petites fautes, quels produits et services pour une agence de com. Voilà, une agence de com, question qui est posée le plus souvent. Alors, tous les esprits qui se découvrent des vocations en droit des marques et qui se contentent d'utiliser la classification de Nice, ils vont avoir quelques difficultés. Là où, depuis la loi Pacte, on vous demande quand même de vous intéresser davantage au dépôt sur mesure. Et là, finalement, ils vous disent, voilà, il faut commencer à réfléchir au naming, vous faites la recherche d'antériorité, merci, on le fait souvent, on va s'intéresser au logo, au code couleur, etc. Il vous propose quand même pas mal de choses. C'est quand même une des utilisations les plus courues de l'IA en termes de marketing. On a une stratégie digitale très bien, on a une création de ligne éditoriale fantastique, on va même vous faire du conseil en position de marque, etc., etc. Très bien, mais qu'est-ce que je fais avec ça? Mais ce qui est intéressant, vous voyez, service de conformité juridique. Pourquoi? Parce que dans My Name Is, dans ma base de données d'apprentissage, vous allez ici, vous regardez comment vous modifiez le GPT, vous lui donnez des instructions et vous lui expliquez qu'il faut faire attention finalement aux antériorités, à la concurrence déloyale, aux mentions légales, à la notion de création des, on va dire, les créations antérieures, la titularité, la cession, etc. Si vous n'avez pas de compétences en propriété intellectuelle, ne peut pas faire ce type de GPT. C'est là que c'est intéressant. Bien sûr qu'on va s'augmenter avec ça. Mais on va toujours tout vérifier. On va toujours tout regarder et on ne mettra pas de nom de client. C'est ça qu'on va faire. Et on va continuer à suivre ce qui se passe parce que c'est fantastique. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est que la plus grande chance que nous avons, mais finalement, c'est d'avoir des jeunes comme on a aujourd'hui dans la salle et à côté de moi, qui sont gourmands sur les ressources et qui aujourd'hui participent aux formations finalement que nous donnons, qu'il s'agisse du CSE, des usages ERAS, de la gestion des risques, de la conformité, et puis surtout, on a des ressources utiles. Et j'ai envie de vous dire, vous n'êtes pas démunis, vous ne savez pas quoi choisir. On a un écosystème gratuit qui est fantastique. Vous avez un outil qui s'appelle Comparia, qui va vous permettre de comparer les compétences, la dépense énergétique, les questions finalement aussi de transfert de données. Je pense qu'il y a des choses assez intéressantes dessus. Ils vous disent, vous discutez avec 2 IA anonymes, ils vous donnent l'avis, vous regardez, vous allez sur Comparia, c'est une initiative du gouvernement, c'est quand même très intéressant. Vous voulez, parce que vous êtes de plus en plus gourmand après peut-être, j'espère, ce café IA, et vous avez envie de connaître la différence entre un fournisseur et un déployeur. Oui, j'ai des questions. Si vous avez des questions, oui, vous avez des questions, on va le faire juste après. Vous pouvez utiliser cet outil qui est accessible, c'est l'EU Artificial Intelligence Act. C'est gratuit là aussi et vous n'avez qu'à rentrer. Quel est le type d'entité de votre organisation? On vous explique finalement ce que vous pouvez faire. Donc j'ai des questions. J'ai Didier qui est venu là autour, qui est venu me... merci de vous lever la main. Oui, est-ce qu'il y a des questions? J'ai utilisé une IA Cursor pour développer un site internet permettant de s'informer sur le RIA. Ce n'est pas un bot, mais c'est aussi une utilisation de l'IA pour gérer la conformité au RIA. C'est intéressant. Il faut l'essayer, il faut nous le montrer. Moi, je serais ravie de voir et d'essayer, d'échanger avec vous parce que j'en ai essayé plusieurs. J'en ai fait aussi, donc Cursor. Et là, c'est qui me fait ça? Avec plaisir, on va pouvoir échanger là-dessus et avoir une visio spécifique. Parce que développer un site Internet permettant de s'informer sur l'IA, c'est intéressant. Mais n'oublions jamais qu'il ne peut s'agir que d'informations générales et non pas d'informations personnalisées. C'est intéressant parce que c'est une utilisation de l'IA. Je vais aller la regarder. Il s'agit de RIA facile, je n'en connais aucun.
C'est l'usage qui va vraiment déterminer si c'est facile ou pas. Je rappelle que, par exemple, vous pensez que vous utilisez benoîtement on va dire, un outil qui va trier les candidatures, mais est-ce que pour autant, vous avez le droit de détecter les émotions, Vincent? Est-ce que j'ai le droit de détecter les émotions lorsque j'utilise un outil de SIA? Finalement, j'ai utilisé Cursor. Je ne sais pas, il me dit que je peux y aller plein fer. Je peux y aller plein fer? Non, vous ne pouvez pas, c'est encadré strictement par le RIA, en tout cas sur le lieu de travail, sauf exception. Voilà. Alors, nous avons également les ressources de la CNIL. Oui, on peut faire tous les bots du monde, mais il faut comprendre la réglementation. Là, je vous ai mis des petits QR codes. Si vous voulez le support et notamment tous les liens vers la documentation, encore une fois, gratuite, officielle, d'un écosystème qui est fantastique parce qu'il est destiné à nous permettre tous de monter en gamme pour une meilleure compétitivité, la confiance des usagers et de nos salariés, et puis qu'on ait aussi des modèles un peu disruptifs. Donc, les questions-réponses de la CNIL sur l'utilisation d'un système d'IA génératif, c'est très, très bien fait. J'aime beaucoup, à titre personnel, le laboratoire d'innovation numérique de la CNIL, qui dernièrement a fait une analyse remarquable sur les nouvelles technologies, on va dire sur le pré-quantique, et sur l'obligation que nous avons aujourd'hui de monter en gamme encore en termes de chiffrement dans cette société de transparence qui arrive. Et puis la dernière, j'ai envie de vous dire, dans ce monde incertain, eh bien oui, l'IA, très certainement, avec modération, mais la cybersécurité sans aucune modération parce qu'on est dans une ère d'instabilité, on est dans une ère d'intelligence économique de la donnée où finalement tout le monde essaie de récupérer de la puissance de calcul, de l'énergie, de l'eau, pas simplement le Groenland, mais surtout vos données. Donc reprenez le contrôle de vos données et gérez vos modèles économiques. Pour les avocats, c'est encore plus important. Et pour les clients que nous servons, en tant qu'auxiliaire de justice, on doit leur expliquer comment reprendre le contrôle, monitorer modestement, utiliser les ressources qui sont accessibles, notamment pour la PME, qui parfois se trouve démunie et se dit qu'elle ne fera pas d'IA, elle en fera, bien évidemment, comme les autres, mais pas n'importe comment. Et pour les grands groupes, c'est la même chose. On est tous aussi ensemble pour essayer de réfléchir en termes d'intelligence collaborative. La situation est complètement inédite. On n'a jamais eu un tel bras de fer. On n'a jamais été confronté à une telle instabilité géopolitique. Eh bien, c'est peut-être une formidable opportunité, justement, de reprendre le contrôle. Je vais laisser le dernier mot, mais jeune quand même. Merci France, c'est surprenant. Oui, oui. Bon, bah, c'était la dernière slide. Merci d'avoir suivi ce Café IA. Comme l'a dit France rapidement tout à l'heure, la prochaine édition sera consacrée à la propriété intellectuelle. Et aussi un petit mot pour Didier et Morgane qui reviendront vers les participants pour recueillir vos avis. C'est important, c'est notre première réunion, notre premier Café IA. Voilà, et en espérant que ça se passe encore mieux la prochaine fois. Ah, une dernière question, je vais peut-être rendre le micro à France qui est bien plus compétente que moi pour répondre spontanément. Allô, j'utilise Notebook alimenté avec des documents juridiques, j'espère des documents publics, mais je vérifie les informations. La problématique de Notebook, c'est le transfert de données hors EU, sauf erreur de ma part, et je préfère des outils un peu plus souverains à titre personnel. Donc, il faut que vous soyez très vigilant avec ce dont vous alimentez Notebook, parce que ça fait l'objet de transfert hors EU. Et si vous l'utilisez pour une clientèle, vous devrez bien évidemment dans vos lettres de mission, mettre que vous utilisez l'IA. De la même façon, pour les avocats, je n'en ai pas parlé, mais il va falloir adapter toutes nos lettres de mission. Si vous utilisez l'IA, il y a un principe de transparence, notamment sur les honoraires. Et lorsque vous vous augmentez, eh bien peut-être qu'on peut envisager aussi une diminution de certaines factures si on va un peu plus vite. Ça, c'est des petites choses. Notebook, oui, pourquoi pas, mais attention. Ah, je vois qu'on est remercié vivement les prochaines éditions. Dans la prochaine édition, on va mettre en valeur un de nos jeunes adhérents qui est un fou de musique, je fais du teasing, et qui adore le rap et qui va nous expliquer toutes les difficultés auxquelles on est confronté dans l'univers de la musique en matière de propriété intellectuelle. Et nous avons une jeune adhérente aussi qui va nous parler bien, de son data, les images, le design et tout ce qu'elle fait avec l'IA et tout ce qu'il ne faut pas faire, surtout lorsque l'on veut valoriser son entreprise et qu'on se retrouve avec un vilain contentieux parce qu'on croit son agence qui a utilisé l'IA, mais qui ne le lui a pas dit et qui a un mauvais contentieux, donc utiliser des agences de confiance. Et nous aurons des démonstrations, et j'ai envie de vous dire, finalement, on va peut-être revenir aux fondamentaux.
tout cette IA, tout ce déluge d'IA qu'il y a va nous rendre beaucoup plus créatifs juridiquement parce qu'il va falloir s'échapper et on va peut-être revenir à certains fondamentaux, notamment en matière de création. Et avec beaucoup de gourmandise, le 15 mai, je vous invite parce qu'on vous fera des surprises et on aura des designers qui vous montreront en direct eh bien, ce qu'il en est lorsque l'on dessine à la main et ce qu'il en est lorsque l'on prompte. Qu'est-ce que vous achèterez? C'est peut-être parfois un peu plus cher, mais le temps humain, finalement, c'est le temps béni.